Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, la synthèse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. On va commencer ce podcast avec la suite des questions commerciales à l'échelle mondiale, notamment des négociations, des relations, des tensions commerciales entre les États-Unis et le reste du monde. On a vu que cette semaine, il y a eu deux actualités particulières de ce côté-là. D'abord avec l'Inde, Donald Trump qui a décidé d'appliquer des taxes supplémentaires, des taxes commerciales douanière, donc un supplémentaire sur les importations en provenance d'Inde de 25% par rapport aux achats de pétrole que l'Inde effectue régulièrement auprès de la Russie. Et l'autre sujet, c'est les taxes concernant la Suisse, les droits de douane de 39% décidés par l'administration américaine contre la Suisse et qui donc, ainsi que des taxes supplémentaires, également en tout cas des taxes appliquées sur les lingots d'or, sur l'or suisse. Donc deux sujets commerciaux cette semaine qui ont attiré l'attention des marchés. Actuellement, donc au moment où on enregistre ce podcast, on est vendredi, il est 17h. Il y a une délégation qui est donc présente toujours qui est présente aux États-Unis, à Washington, pour négocier justement avec l'administration américaine un abaissement de ses droits de douane de 39%. Donc ça c'est l'actualité en cette fin de semaine, avec des déclarations de la présidente suisse qui sont intervenues cette semaine, évidemment qui sont critiques par rapport aux décisions de l'administration américaine. La présidente suisse qui dit que le fait que les États-Unis considèrent que le déficit commercial est un élément, est une sorte de perte en quelque sorte, qu'elle n'est pas d'accord avec ce constat-là. Elle critique également la façon dont les droits de douane ont été décidés, considérant qu'il y avait presque une espèce de situation je dirais presque puérile dans la manière de définir les taxes commerciales, parce qu'elle a dit qu'elle voyait un lien entre le déficit commercial suisse qui est actuellement avec les États-Unis, le déficit américain, le déficit commercial entre les deux pays, qui est de 39 milliards de dollars à peu près, et les 39% décidés par Donald Trump. Et donc la présidente suisse a fait un lien entre ces deux entre la décision et le montant de ces droits de douane. Donc des critiques assez fortes quand même de la présidente suisse, mais qui toutefois évidemment laisse la porte ouverte aux négociations, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette délégation suisse qui est présente actuellement aux États-Unis. L'autre sujet, c'est l'Inde, on en parle à l'instant, donc un 25% de taxes supplémentaires pour l'Inde, et en cette fin de semaine, on a vu que l'Inde, d'après plusieurs sources qui émanent de l'Inde, des sources de médias, de presse, qui émanent de différentes sources en Inde, l'Inde aurait fait le choix de mettre en suspens certaines commandes, notamment militaires, auprès des États-Unis pour manifester leur mécontentement par rapport à cette situation. Donc voilà sur les questions commerciales. Toujours sur ce front commercial d'ailleurs, ce sont des membres de l'administration américaine qui ont donné une estimation de ce que ça allait rapporter aux États-Unis, ce que ces taxes douanières allaient rapporter aux États-Unis. Cela s'échelonne de 300 milliards de dollars à 600 milliards de dollars selon les différentes sources qui sont exprimées. Pour donner un ordre d'idée de ce que ça représente, c'est 1 à 2% du PIB américain, l'équivalent donc de 1 à 2% du PIB américain qui serait collecté donc par le Trésor américain au niveau de ces taxes douanières. Donc après la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une bonne chose ou pas, parce qu'effectivement oui, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses du Trésor américain, mais ces 300 à 600 milliards, ils viennent bien de quelque part. Ce sont des taxes donc commerciales, donc soit elles sont payées effectivement et cela impacte les entreprises qui exportent parce qu'elles sont obligées donc de baisser une partie, enfin obligées, si elles veulent garder leur part de marché aux États-Unis, elles peuvent être obligées de baisser leur prix à l'exportation pour qu'ensuite, une fois que cette taxe s'applique, le prix de vente final ne soit pas trop élevé. Donc c'est à la fois une sorte de prélèvement sur les marges des entreprises exportatrices. C'est aussi, on l'a vu, que les résultats cette semaine d'entreprises américaines, notamment certaines comme Caterpillar par exemple, ont chiffré à 1,5 milliard de dollars cette année l'impact des taxes commerciales. Donc on voit que c'est aussi un impôt finalement supplémentaire payé par les entreprises américaines, et puis très probablement une partie de ces taxes, parce que les prix de vente vont augmenter, c'est ce que dit la Fed dans les mois qui arrivent, et bien une partie de ces taxes sera payée par les consommateurs américains. Donc c'est ça, quand on dit 1 à 2% du PIB, de 300 à 600 milliards de taxes douanières, c'est pas juste de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, c'est effectivement une sorte d'impôt supplémentaire qui est prélevé sur les entreprises étrangères, sur les entreprises domestiques américaines et sur les consommateurs américains, avec, et c'est ça qu'on va s'intéresser à surveiller dans les mois qui viennent, les éventuelles conséquences commerciales. Conséquences économiques. Pourquoi conséquences économiques? Parce que on a vu ces derniers jours des statistiques américaines moins bonnes. On se souvient, il y a une dizaine de jours, de ce rapport sur l'emploi américain
qui est, enfin il y a une semaine, hein, un rapport sur l'emploi américain qui est ressorti moins bon qu'attendu, moins de création d'emplois et puis des grosses révisions par rapport au mois précédent. Et puis la deuxième statistique, c'était cette fois-ci cette semaine, en début de semaine, avec l'ISM Service aux États-Unis. ISM Service, on rappelle que c'est le plus gros indicateur d'activité dans les services aux États-Unis, que les services représentent à peu près 80% de l'activité économique aux États-Unis, et que nous donne comme information cet ISM, eh bien, c'est qu'il est ressorti en dessous des attentes. On attendait un rebond de l'ISM, on a eu un repli par rapport au mois précédent et surtout un repli qui vient flirter avec la zone 50. On est à peine au-delà de 50 sur l'ISM Service. On rappelle que 50 marque la frontière, la limite entre expansion de l'activité économique au-delà de 50 et contraction de l'activité économique en dessous de 50. Donc c'est un mauvais indicateur ISM qui a été publié cette semaine et quand on regarde pourquoi cet indicateur n'est pas ressorti, n'a pas rebondi, vous avez deux composantes importantes de l'indicateur que sont la composante emploi qui s'est dégradée, donc une dégradation qui fait un peu écho à ce qu'on a vu donc, de ce dernier rapport sur l'emploi. La composante emploi de l'ISM se dégrade aussi, et la composante nouvelles commandes. Et ça c'est plus préoccupant parce qu'effectivement les nouvelles commandes, les indicateurs de nouvelles commandes donc dans les mois à venir se dégradent. C'est effectivement un signe de risque de ralentissement pour l'activité dans les services aux États-Unis. Et une des rares composantes qui a rebondi, et ça c'est aussi un mauvais signe, c'est la composante de prix payé, qui elle en revanche a nettement rebondi. Elle s'affiche à désormais 70, ce qui est un niveau qu'on n'a pas vu depuis toute la période post-Covid en fait, la période inflationniste post-Covid. Et donc qu'est-ce que ça donne comme tableau d'ensemble? Bien, ça donne des signes de ralentissement de l'activité économique, mais avec des composantes de prix qui s'accroissent. Et donc on coche là à peu près toutes les cases du risque de stagflation, même si c'est une statistique que sur un mois. Si effectivement on a quand même vu que les mois précédents les composantes de prix se redressaient et que dans sa globalité l'ISM Service depuis maintenant 2 bons trimestres est sur une phase de repli, même s'il n'est pas encore contracté, il est sur une phase de repli. Donc on voit effectivement les pièces d'un puzzle de risque stagflationniste qui commence à se mettre en place, et ça c'est un vrai problème pour la Fed. On va parler un petit peu maintenant de la Fed. C'est un problème pour la Fed parce que comme on a vu ce rapport sur l'emploi moins bon, effectivement, on sait que le double mandat de la Fed, c'est l'emploi d'un côté, s'assurer que l'emploi reste bon, mais s'assurer aussi de l'autre côté, c'est la deuxième partie du mandat, que les prix restent stables. Or là, ce que nous avons, on rappelle que l'inflation core PCE est sur une phase de rebond ces derniers mois. On est à 2,9% d'inflation sous-jacente PCE aux États-Unis, donc qui est une des mesures préférées de la Fed. Donc c'est pas du tout un niveau qui montre une atténuation vers les 2%, donc on reste toujours à bonne distance de l'objectif de la Fed de 2%, et parallèlement à ça, on commence à avoir des signaux de ralentissement de l'activité économique. Et donc, c'est un casse-tête pour la Fed, parce que qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Est-ce qu'on privilégie effectivement l'emploi, l'activité économique en baissant les taux? Probablement que c'est ce que le marché espère, ce que Trump espère aussi, des baisses de taux par rapport à ça, mais il y a deux mandats pour la Fed, il y a un double mandat qui est celui qui inclut notamment la stabilité des prix. Et donc si on baisse les taux, mais que l'inflation est toujours aux alentours de 3% en inflation PCE core, et que les baisses de taux provoque une accélération de l'inflation, vous allez vous retrouver avec un vrai problème qui est que l'inflation ne sera pas sous contrôle avec des baisses de taux qui s'opèrent pour répondre à un ralentissement économique. Et c'est ça le risque, le risque pour la Fed. C'est que si on baisse trop fortement les taux d'un côté, que cela entretienne l'inflation de l'autre. Alors on peut dire oui, mais c'est pas très grave qu'il y ait un peu d'inflation, mieux vaut préserver l'emploi et l'activité économique. On est tous d'accord pour le dire, ça, que oui, effectivement, il faut que l'activité monétaire soit en soutien de l'activité économique. Mais le mandat de stabilité des prix, c'est pas un mandat qui est là pour faire joli. On n'a pas défini qu'il fallait 2% d'inflation et un mandat stable pour faire joli. C'est parce que pour une partie des gens aux États-Unis, notamment la partie la moins favorisée, celle qui a pas forcément beaucoup de patrimoine, que ce soit immobilier ou financier, qui vit surtout un petit peu au jour le jour avec des revenus uniquement salariés, ou en tout cas des revenus d'activité, mais qui n'a pas de patrimoine à côté, eh bien 3% d'inflation, c'est un niveau qui est problématique. Et c'est dans ces termes-là que cette semaine, un des membres de la Fed, qui s'appelle Bostic, a expliqué le problème. Il a dit que la Fed prévoyait un rebond des prix sur une période de 6 à 12 mois, donc ça fait écho au propos de Jérôme Powell, et donc il a rappelé qu'effectivement, il y avait des observations d'une forme de ralentissement économique aussi aux États-Unis, mais Bostic a rappelé qu'effectivement, eh bien, les questions de guerre commerciale, ça pose un problème, excusez-moi, ça pose un problème
plus importante pour les petites entreprises qui ont moins la capacité d'avoir des chaînes d'approvisionnement un peu globales et diversifiées qui leur permettraient du coup d'absorber les hausses de taxes douanières. Donc Bostic qui dit les petites entreprises américaines, Bostic de la Fed donc, il dit c'est un problème pour les petites entreprises américaines, et il dit aussi c'est un problème pour les Américains à faible revenu, parce qu'effectivement l'épargne excédentaire post-Covid a été consommée, et que si l'inflation effectivement persiste toujours aux alentours de 3%, et bien c'est un problème pour la consommation. Donc on voit un petit peu le casse-tête, et c'est ce casse-tête qu'explique Jérôme Powell à Donald Trump, que la Fed explique globalement. C'est pas que Jérôme Powell qui explique ça, c'est la position de la Fed de dire voilà où nous en sommes. Et effectivement, Jérôme Powell à plusieurs reprises a expliqué que c'est une situation qui allait devenir ou qui pouvait devenir très inconfortable pour la Fed. Comment on gère finalement une situation de stagflation en termes de politique monétaire. Donc ça c'était un des sujets cette semaine, et donc dans ce contexte-là, on a vu que la Maison-Blanche avançait, semble-t-il, dans le choix des postes dans le choix des nominés, donc, pour les postes qu'il y avait à pourvoir à la Fed. On rappelle qu'il y a un gouverneur de la Fed, une gouverneure de la Fed, qui a donné sa démission il y a quelques jours. Donc on a une personne de Donald Trump, une personne qui sera nommée pour ce poste, qui s'appelle Miran, donc qui a un profil plutôt là aussi favorable à des baisses de taux, mais lui il sera en fonction apparemment que quelques mois jusqu'à janvier pour boucher le trou en quelque sorte, pour remplacer cette gouverneure démissionnaire. Et l'autre bruit de marché qu'on a cette semaine, important, c'est que apparemment Christopher Waller, qui est déjà un des gouverneurs actuels de la Fed, serait pressenti pour devenir le prochain président de la Fed à la fin du mandat de Jérôme Powell en mai prochain. Donc ça c'est une information importante, parce que du coup ça voudrait dire que si ces deux postes-là étaient effectivement décidés par Trump, si ces deux nominations étaient effectivement validées et ensuite tout le processus de nomination arrivait à terme, il y en aurait donc deux, à la fois un président et un gouverneur supplémentaire donc, qui seraient favorables à des baisses de taux. Et donc je vais pas faire trop long, mais hier, donc jeudi, quand ces bruits de marché, c'est une information Bloomberg donc, selon laquelle Waller aurait les préférences de la Maison Blanche, on a vu une réaction de marché à la suite de ça. On a vu, et ça peut paraître un peu contre-intuitif, on a vu les taux américains rebondir un petit peu, c'était pas très important mais ils ont un petit peu rebondi, et on a vu les marchés actions partir à la baisse, juste au moment où cette information a été publiée, vers 16h hier après-midi. Pourquoi les marchés actions baissent à ce moment-là, alors que c'est quelqu'un qui est favorable aux baisses de taux, Waller. On rappelle qu'il avait demandé, il était déjà au sein du dernier... Enfin, il a participé à la dernière réunion de la Fed, c'est un gouverneur qui est là depuis quelque temps à la Fed, il a participé à la dernière réunion évidemment, et la dernière réunion, lui voulait une baisse de taux. La plupart d'autres membres ne le voulaient pas, mais lui en voulait une. Donc on se dit, mais pourquoi hier finalement les taux américains, le 10 ans, le 20 ans, ou même les taux courts, ont un peu rebondi hier après cette nomination, et pourquoi les marchés actions n'ont pas trop aimé? Il n'est pas nommé pour l'instant, il n'est pas nominé, pardon, c'est juste une information de médias, mais que le marché a vu évidemment passer, et il a réagi par rapport à ça. Pourquoi les taux sont redressés? Parce que peut-être le marché se dit, c'est en tout cas mon hypothèse, que si effectivement la Fed, avec cette nomination de Waller et puis ensuite celle de Miran, qui sont donc deux profils plus accommodants et favorables à des baisses de taux, eh bien ça veut dire que si ça devait influencer les choix de la Fed pour baisser les taux dans un contexte où l'inflation n'est pas complètement sous contrôle, eh bien ça présente un risque en fait de maintenir l'inflation élevée plus longtemps que prévu, et c'est ça en fait que les marchés obligataires ont pricé hier un petit peu. C'est pour ça que les taux ont un peu rebondi hier, malgré le profil accommodant de ces deux personnes d'un point de vue des politiques monétaires souhaitées. On a vu des taux qui contre-intuitivement sont plutôt partis à la hausse, alors que normalement ils ont dû partir à la baisse. Et donc c'est ça la réaction, c'est que dans le contexte actuel où l'inflation n'est pas encore sous contrôle, si la Fed devait décider d'être accommodante, c'est pas le terme, mais de baisser trop rapidement les taux ou trop fortement les taux trop tôt, le risque c'est que ça provoque en fait un rebond de l'inflation à un moment donné, une inflation qui est, on rappelle, toujours aux alentours de 3% pour sa partie sous-jacente. Donc c'est ça la réaction de marché, et du coup on a vu que le marché action n'a pas trop aimé cette hypothèse-là. C'est une réaction assez limitée malgré tout, qu'on a observé quelques heures hier à partir de 16h, mais qui se traduit de cette manière-là. Et puis aussi, ce que le marché action n'a peut-être pas aimé hier, excusez-moi, c'est l'hypothèse qu'on a aussi peut-être une sorte de double présidence, c'est-à-dire un président un peu fantôme, c'est-à-dire qu'une fois que Waller, s'il est nommé très tôt par Jérôme Powell, eh bien il donnera son point de vue, on le connaît son point de vue, lui veut des baisses de taux. Si Jérôme Powell et l'ensemble du board de l'autre côté ne veut pas de baisse de taux, eh bien ça peut donner une situation où
on a comme ça deux voix, deux positions qui vont s'affronter publiquement en fait, hein, avec la position de la Fed d'un côté de Jérôme Powell et la position de Waller, futur président de la Fed, éventuellement de l'autre côté. Et ça aussi, cette double situation potentielle, je pense, n'est pas trop du goût des marchés parce que ça vient parasiter évidemment le message global. Voilà pour ce qu'on peut retenir de cette semaine. Rapidement, dans les sujets d'actualité, le Japon qui a baissé ses prévisions de croissance cette année à 0,7% au lieu de 1,2% précédemment, en citant notamment en partie l'effet droit de douane, d'une inflation aussi élevée qui persistait, qui pouvait freiner un peu les consommateurs, mais a quand même cité excusez-moi, le risque des droits de douane pour l'économie. Autre information cette semaine, Donald Trump qui a qui a décidé de taxer à 100% les importations. Alors c'est pas encore acté complètement, mais il décide, il pense qu'il va taxer, qu'il va annoncer une taxe de 100% sur les importations de semi-conducteurs, qui représentent un peu plus de 40 milliards d'importations aux États-Unis, 40 milliards de dollars. Donc une information qui n'a pas trop fait bouger le secteur, parce que ce que Trump a dit, c'est que alors c'est un peu flou quand même comme décision, un peu flou comme contour, mais il dit qu'en gros ceux qui investiront dans ces marques-là de semi-conducteurs, qui investiront aux États-Unis ou qui produiront aux États-Unis seront exemptés, et les autres en revanche seront taxés. Donc effectivement, certains très gros acteurs mondiaux ont des entités déjà aux États-Unis, des entités aussi à Taïwan, en Europe, etc. Donc normalement ceux-là seront exemptés, mais là où en revanche il y a un petit doute, c'est sur les composants qui seront inclus dans certains objets, le petit électronique par exemple, ce genre de choses. Il y aura des composants, peut-être des puces chinoises, dans des ventilateurs, des machines à laver ou autres. Est-ce que dans ce cas-là, ces produits-là subiront une taxe parce qu'ils incluent des composants qui n'auront pas été fabriqués aux États-Unis. Donc vous voyez, l'annonce n'a pas fait beaucoup réagir les marchés, mais pour autant, elle laisse, et c'est ça le problème actuellement des questions commerciales, c'est qu'il y a encore énormément de contours qui sont flous, et on peut rapprocher ça de l'Europe. L'Europe, oui, on a eu un deal à 15%, mais on voit bien que ça continue de discuter après cet accord, parce que l'accord n'est pas gravé dans le marbre en fait, et on voit que certains secteurs ou certains pays voudraient faire baisser encore ces taux. Et donc on voit que les négociations, malgré des annonces d'accord ou autres, et c'est pareil avec la Chine notamment, avec les États-Unis et la Chine, c'est toujours en cours, il y a toujours des discussions. Et d'un côté, c'est comme ça, c'est le choix de l'administration américaine, mais de l'autre, que ce soit pour les entreprises et pour la Réserve fédérale américaine, eh bien ça rend les contours encore incertains. Et donc, ça freine les décisions de politique monétaire, et ça peut aussi, et c'est ça qu'on va voir au deuxième semestre probablement, ça peut commencer à impacter en partie l'activité, les consommateurs, etc. Donc voilà. Plus on tarde à finaliser tous ces accords et à donner un cadre mondial enfin un peu stable d'un point de vue commercial, plus le risque il est que la certitude commence à générer un frein à l'économie mondiale et peut-être même à l'économie américaine. Les probabilités de baisse de taux, on en est où dans ce contexte-là? Les probabilités de baisse de taux, elles sont donc, après ces statistiques américaines qui n'étaient pas terribles, emploi l'autre jour et puis ISM service, on a désormais des probabilités qui montent à 90% en cette fin de semaine. Donc les marchés pensent qu'il y a 90% de chances d'avoir une baisse de taux de la Fed en septembre. Donc ça, effectivement, c'est ce que pense le marché. D'ici là, ce sont que des probabilités, donc elles peuvent encore évoluer. Il faudra s'intéresser aux prochains chiffres d'inflation, et c'est là-dessus que nous allons terminer ce podcast avec le programme pour la semaine prochaine, parce que justement il sera question d'inflation. Alors le programme pour la semaine prochaine en termes de chiffres macro qu'on va surveiller, lundi il n'y a pas grand-chose, mardi ça commence avec la décision de la Banque d'Australie sur ses taux, ce sera dans la nuit. Le matin, mardi matin, on aura l'indice ZIU pour l'Allemagne, c'est l'indice de sentiment économique en Allemagne, on attend en dégradation par rapport au mois précédent. On aura l'indice NFIB, l'indice du moral des petites entreprises américaines, toujours important à suivre dans ce contexte de tension commerciale, en tout cas d'incertitude commerciale qui persiste. Et puis le gros rendez-vous de mardi, le plus important et peut-être même des plus importants de la semaine, ce sera les chiffres d'inflation aux États-Unis, l'inflation CPI, donc chiffre d'inflation évidemment très surveillé par tout le monde, parce que dans l'indication de l'effet des politiques commerciales sur l'inflation, est-ce que ce sera plus important que prévu, moins important, et évidemment un chiffre important pour la Fed. Mercredi, on aura pas mal de speakers de la Fed qui vont s'exprimer, on aura aussi les stocks de pétrole. Ça c'est le cas chaque semaine, on a les stocks, mais on va les regarder un peu plus parce que on a un pétrole qui baisse pas mal ces derniers temps. Voilà, il est tiré vers le bas. Est-ce que c'est parce qu'on a des stats américaines un peu moins fortes ces derniers temps que le pétrole se replie? Il y a
plein de sujets pour le pétrole, hein, pas que la question macro, il y a aussi des questions géopolitiques ou autres, mais en tout cas on note que le pétrole, quand il allait réaccélérer à la baisse il y a quelques jours, ça s'était notamment fait juste après le rapport sur l'emploi américain. Donc voilà, les stocks de pétrole sont aussi bons à surveiller. Si dans ce contexte-là où les stats américaines sont moins bonnes et que les stocks progressent un petit peu par exemple, ça c'est le genre de choses qui peut faire pression sur les prix à la baisse. Vous voyez, donc voilà, à surveiller la semaine prochaine. Jeudi, on aura des chiffres de production industrielle au Royaume-Uni. On aura des indices de prix à la production aux États-Unis, donc toujours important à suivre ces indices de prix. Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour surveiller l'emploi américain, qui est redevenu un sujet donc à l'attention des marchés. Jeudi toujours, on aura le PIB pour la zone euro, donc PIB pour le deuxième trimestre pour la zone euro. Et puis je crois que c'est le PIB révisé d'ailleurs, hein, je ne sais pas si c'est le premier ou pas, j'ai un petit doute. En tout cas, on aura des chiffres du PIB la semaine prochaine, jeudi. Et puis vendredi, journée importante pour la Chine notamment. On aura, excusez-moi, dans la nuit de jeudi à vendredi, des chiffres sur la Chine concernant la production industrielle, les ventes au détail notamment, et l'investissement immobilier urbain notamment. Donc à surveiller, toujours important par rapport à la dynamique chinoise. On aura ensuite les ventes au détail aux États-Unis, donc rendez-vous important pour la consommation américaine, et on aura juste après la confiance des consommateurs aux États-Unis également. Voilà pour ce podcast, rendez-vous la semaine prochaine pour toute une série de lives tous les matins, donc de 11h à midi, des lives marchés, des actus et des analyses que je poste sur le site d'IG, des actus que je donne aussi sur les comptes X et LinkedIn, sur mes comptes X et LinkedIn, et puis également donc un podcast la semaine prochaine. Très bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.